Dans un monde souvent marqué par le chaos et l'incertitude, l'esprit humain aspire à être guidé. Face à l'adversité, nous recherchons le réconfort. Face à la complexité de la vie, nous cherchons la sagesse. Face à notre existence, nous désirons un but qui nous ancre. À travers les époques et les cultures, certaines idées ont émergé, murmurant des secrets de résilience et de paix intérieure. Ces murmures, transmis de génération en génération, portent le poids d'une sagesse ancestrale. Une sagesse qui n'a rien perdu de sa pertinence au fil des siècles. Le stoïcisme, en son cœur, est une philosophie d'acceptation et de responsabilisation. Il reconnaît la réalité de la souffrance, l'inévitabilité du changement et les limites de notre contrôle sur les événements extérieurs. Pourtant, au sein de cette acceptation réside un profond sentiment de libération. Le stoïcisme nous enseigne que, si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons constamment choisir notre réaction. Cette capacité à choisir notre attitude, à cultiver une résilience intérieure, même face à l'adversité, constitue le fondement de la pratique stoïcienne. Imaginez un navire pris dans une tempête. Les stoïciens ont reconnu que nous sommes comme des marins sur ce navire. Nous ne pouvons pas contrôler le vent ou les vagues, mais nous pouvons ajuster nos voiles, fermer les écoutilles et diriger notre cap du mieux que nous pouvons. De la même manière, dans la vie, nous rencontrerons des tempêtes, des pertes, des déceptions, des maladies et les défis inévitables de l'existence humaine. Le stoïcisme nous fournit les outils et l'état d'esprit pour affronter ces tempêtes en ressortant plus fort et plus compétent. L'histoire du stoïcisme commence à Athènes au IIIe siècle avant notre ère avec Zénon de Citium, un marchand phénicien. Cette tragédie personnelle l'a amené à rechercher la sagesse et le sens de la vie. Zénon a développé sa propre philosophie, qu'il a enseignée aux Stoapoikiles. C'est de cet endroit que le stoïcisme tire son nom. Les enseignements de Zénon ont attiré un public diversifié. Le stoïcisme s'est répandu dans tout l'Empire romain, adopté par des figures influentes telles que Sénèque et Épictète, et Marc Aurèle, dont les méditations offrent un aperçu de l'état d'esprit stoïcien. Malgré sa popularité, le stoïcisme s'est effacé après la chute de l'Empire romain. Ses enseignements ont continué à influencer la pensée occidentale. Plus récemment, le stoïcisme a connu une résurgence remarquable. Ce regain d'intérêt témoigne de la pertinence durable de ses enseignements. Cette exploration du stoïcisme est une invitation à embarquer pour un voyage de découverte de soi, à révéler le pouvoir transformateur de cette philosophie antique dans nos propres vies. À travers les paroles et les expériences des figures clés du stoïcisme, nous comprendrons la nature de la vertu, l'importance de la raison et le potentiel transformateur de l'acceptation. Nous explorerons la perspective stoïcienne sur les émotions, les relations, l'adversité et la quête d'une vie pleine de sens. Le stoïcisme n'offre pas de réponse facile ni de solution miracle. C'est une philosophie de la pratique, un mode de vie qui exige une réflexion continue, un examen de soi et une volonté de confronter nos propres limitations. Les stoïciens croyaient que la vie sans examen ne valait pas la peine d'être vécue. Ils nous ont encouragés à cultiver la conscience de soi, à remettre en question nos idées reçues et à rechercher une croissance et un perfectionnement constant. Ce voyage dans le stoïcisme nous mettra au défi d'examiner nos propres croyances et valeurs, d'affronter nos peurs et nos insécurités et de cultiver les vertus de sagesse, de justice, de courage et de tempérance. Il nous donnera les moyens de prendre la responsabilité de notre propre bonheur, de trouver un sens et un but à notre vie quotidienne, et de naviguer les défis inévitables de la vie avec plus de résilience et de grâce. En nous plongeant dans la riche histoire et la sagesse pratique du stoïcisme,
nous découvrirons que cette philosophie antique n'offre pas seulement un ensemble de croyances, mais un chemin vers une vie plus épanouissante et significative. C'est un voyage de découverte de soi, de développement de la force intérieure et de la tranquillité, et d'embrasser la plénitude de l'expérience humaine, avec toutes ses joies et ses peines, ses triomphes et ses revers. Si vous avez apprécié cette exploration du stoïcisme, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. Merci de votre soutien et à bientôt pour de nouvelles découvertes philosophiques. Notre histoire commence dans la ville portuaire animée de Citium sur l'île de Chypre au IIIe siècle avant notre ère. Zénon, un marchand engagé dans le commerce maritime, vivait au cœur de ce monde hellénistique vibrant. Ses journées se passaient à naviguer sur des mers perfides et à négocier des accords dans des ports lointains. Il ne se doutait guère que sa vie allait prendre un tournant dramatique. Ayant grandi dans une famille prospère de commerçants, Zénon était bien versé dans l'art de la négociation. Cette éducation pratique allait plus tard façonner sa vision philosophique. Les sources anciennes suggèrent un homme d'une vive intelligence et d'une soif de connaissance. Cette curiosité intellectuelle allait jeter les bases de son système philosophique unique. Cependant, le destin avait d'autres plans pour le marchand de Citium. Un événement allait à jamais modifier le cours de la vie de Zénon et mettre en mouvement la naissance du stoïcisme. Lors d'un voyage de retour de Phénicie à Citium, le navire de Zénon se heurte à une terrible tempête. Le bateau est ballotté, son mât se brise, sa coque prend l'eau. Zénon perd tout, ses marchandises, ses moyens de subsistance. Il fait naufrage près du port du Pirée, aux portes d'Athènes. Ce naufrage s'avère être un tournant dans la vie de Zénon. Il découvre les écrits de Socrate dans une librairie. Cette rencontre marque le début de l'éveil philosophique de Zénon. Il se plonge dans les enseignements de diverses écoles philosophiques. Sa quête l'amène à développer le stoïcisme. Après des années d'études auprès de divers philosophes athéniens, Zénon commence à faire la synthèse de leurs enseignements. Il se sent poussé à partager sa philosophie en devenir, à offrir un chemin vers la sagesse et la sérénité. Vers 300 avant J.B.C., il se met à enseigner en public à la Stoa Poikile. La Stoa Poikile, ou portique peint, était une colonnade couverte située dans l'agora, ornée de fresques illustrant des scènes de l'histoire et de la mythologie grecque. C'est là que Zénon choisit d'établir son école philosophique. En enseignant dans l'agora, Zénon fit de la philosophie une affaire publique. Cette politique de porte ouverte attira un public diversifié. C'est à partir de cet endroit que la philosophie de Zénon tire son nom, le stoïcisme. Quatrième section. Vivre en accord avec la nature, l'idéal stoïcien. Au cœur de la philosophie de Zénon se trouve le concept de vivre en accord avec la nature. Cette idée d'une simplicité trompeuse constitue la pierre angulaire de la pensée stoïcienne. Elle guide ses principes éthiques, sa compréhension du cosmos et son approche d'une vie bonne et pleine de sens. Mais que voulait dire Zénon par « vivre en accord avec la nature » ? Pour les stoïciens, la nature n'est pas simplement le monde physique des plantes, des animaux et des éléments. Elle englobe un concept beaucoup plus large, l'ordre rationnel du cosmos, le logos divin, la raison qui imprègne toute chose. Les stoïciens croyaient que ce logos était la source de tout ordre, de tout but et de toute morale dans l'univers. Les humains, en tant qu'êtres rationnels, font partie de cet ordre cosmique doté d'une étincelle du logos divin en eux-mêmes. Vivre en accord avec la nature signifie donc s'aligner sur cette raison cosmique, vivre une vie guidée par la vertu, la sagesse et la compréhension de notre place dans le grand schéma des choses. Cela signifie reconnaître que nous ne sommes pas séparés de la nature, mais que nous en faisons partie intégrante, interconnectés avec tout ce qui est et soumis aux mêmes lois universelles.
Ce concept a eu de profondes implications sur la façon dont les stoïciens percevaient le monde et leur place en son sein. Il a favorisé un sentiment d'humilité, reconnaissant les limites du contrôle humain et l'insignifiance de nos désirs et ambitions individuelles face à l'immensité du cosmos. Pourtant, il a également instillé un sentiment de but, une croyance que nos vies avaient un sens et que nous pouvions nous efforcer de vivre en harmonie avec le grand dessein de l'univers. Cinquième partie. La vertu bien suprême. Au cœur de la vision stoïcienne d'une vie en accord avec la nature se trouve la recherche de la vertu. Pour les stoïciens, la vertu est le seul véritable bien, le seul chemin vers le bonheur et l'épanouissement. La richesse, la santé, la renommée et tous les autres biens extérieurs étaient considérés comme indifférents. Ces éléments peuvent être bénéfiques ou néfastes selon leur utilisation, mais n'ont aucune incidence sur le vrai bonheur. Mais que signifiait la vertu pour les stoïciens? Ils identifiaient 4 vertus cardinales: la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La sagesse impliquait de comprendre la nature du monde et de vivre en accord avec la raison. La justice consistait à traiter les autres avec équité et à respecter les principes moraux. Le courage appelait à affronter les difficultés avec force et résilience. La tempérance exigeait de la maîtrise de soi et de la modération en toutes choses. Pour les stoïciens, ces vertus étaient étroitement liées et se renforçaient mutuellement. Cultiver une vertu fortifiait les autres, menant à un caractère harmonieux et équilibré. Ils ne voyaient pas la vertu comme une qualité innée, mais plutôt comme une compétence acquise par la pratique et l'entraînement, à l'instar de toute autre aptitude. Il soulignait l'importance de l'introspection, de l'autodiscipline et d'une vie en accord avec les principes stoïciens pour développer un caractère vertueux. L'importance accordée à la vertu par les stoïciens a profondément marqué leurs enseignements éthiques. Ils croyaient que tous les êtres humains, indépendamment de leur statut social, de leur richesse ou de leur origine, possédèrent la capacité de raisonner et de pratiquer la vertu. Cette vision a engendré le concept stoïcien de cosmopolitisme, l'idée que nous sommes tous citoyens du monde, membres d'une humanité commune. Par conséquent, nos obligations morales s'étendent au-delà de nos familles et communautés immédiates pour englober l'ensemble de l'humanité. Sixième section, logique, physique et éthique, les piliers du stoïcisme. Zénon a conçu le stoïcisme comme une philosophie complète, englobant non seulement l'éthique, mais aussi la logique et la physique. Ces 3 domaines étaient interconnectés et se soutenaient mutuellement. La logique fournissait les outils d'une pensée claire. La physique offrait une compréhension de la nature du cosmos et l'éthique guidait la façon de vivre une vie vertueuse. Pour les stoïciens, la logique était un outil essentiel pour vivre une bonne vie. Ils reconnaissaient que nos jugements étaient souvent obscurcis par les émotions. La logique nous a permis d'examiner nos croyances et de parvenir à des conclusions solides. Les stoïciens ont développé un système de logique sophistiqué. La physique englobait la philosophie naturelle ou la science. Ils cherchaient à comprendre la nature de l'univers et la place de l'humanité en son sein. Ils croyaient que le cosmos était un système interconnecté et déterministe. Cette compréhension étayait leurs enseignements éthiques. L'éthique découlait de leur compréhension de la logique et de la physique. Une vie vertueuse était une vie en accord avec cet ordre rationnel. Cela signifiait cultiver les vertus stoïciennes et accepter notre place dans le grand schéma des choses. En vivant vertueusement, nous pourrions atteindre le daimonia, un état d'épanouissement. Durant plus de 30 ans, Zénon a enseigné au portique peint, attirant un groupe d'élèves dévoués qui ont contribué à façonner et à diffuser sa philosophie, mettant en pratique ce qu'il prêchait et incarnant les idéaux stoïciens de vertu et de maîtrise de soi.
Seuls des fragments de son œuvre ont survécu aux ravages du temps, notamment Chrysippe, qui a systématisé la doctrine stoïcienne. La philosophie de Zénon offrait une alternative convaincante aux écoles de pensée dominantes de son époque. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur résidait dans la vertu et dans le fait de vivre en accord avec la nature. Sa philosophie a fourni non seulement une stimulation intellectuelle, mais aussi des conseils pratiques pour naviguer dans les défis de la vie. Né au cœur du marché animé d'Athènes, le stoïcisme de Zénon n'était pas une philosophie réservée à une élite. C'était une philosophie du quotidien, un guide pratique pour mener une vie bonne et pleine de sens. Les enseignements de Zénon ont transcendé les frontières du temps et des cultures, offrant une sagesse intemporelle. Son insistance à vivre en accord avec la nature parle à notre désir inné d'harmonie et d'équilibre. Les vertus stoïciennes de sagesse, de justice, de courage et de tempérance fournissent une feuille de route pour développer un caractère fort et résilient, capable de naviguer les complexités du monde moderne avec intégrité et grâce. Le jardin stoïcien, une nouvelle génération prend racine. Les enseignements de Zénon à la Stoa Poikile, le portique peint, ont semé les graines d'un mouvement philosophique qui s'épanouira pendant des siècles. Ces idées, ancrées dans les principes d'une vie en accord avec la nature, de la recherche de la vertu et de l'importance de la raison, ont trouvé un écho auprès de nombreux adeptes à Athènes. Au fur et à mesure que les élèves de Zénon ont mûri et développé leurs propres interprétations du stoïcisme, ils ont veillé à ce que l'héritage de leur maître s'étende bien au-delà des murs du portique peint. Parmi les premiers successeurs de Zénon, une figure se distingue par son influence particulière, Cléante d'Assos. Cléante, initialement boxeur d'origine modeste, a été attiré par la rigueur intellectuelle et la sagesse pratique du stoïcisme. Il est devenu un élève dévoué de Zénon, assistant à ses conférences avec assiduité et travaillant même comme porteur d'eau la nuit pour financer ses études. Le dévouement de Cléante au stoïcisme était inébranlable et il a finalement succédé à Zénon à la tête de l'école stoïcienne. Les contributions de Cléante au stoïcisme ont été significatives, en particulier dans les domaines de la physique et de la théologie. Il a développé le concept de logos de Zénon en soulignant la nature divine et rationnelle de l'univers. Cléante envisageait le cosmos comme un organisme vivant, respirant, imprégné d'un feu divin qui représentait à la fois la force créatrice de l'univers et le principe de raison qui gouvernait toute chose. Sous la direction de Cléante, l'école stoïcienne a continué à prospérer, attirant une nouvelle génération d'étudiants désireux d'apprendre à vivre en accord avec la nature et à cultiver une vie de vertu. Pourtant, c'est le successeur de Cléante, Chrysippe de Sols, qui façonnera véritablement le cours du stoïcisme, le transformant d'une école de pensée en un système philosophique complet et influent. Chrysippe, originaire de la ville de Soli, en Cilicie, arrive à Athènes au début de la vingtaine, désireux de se plonger dans le monde de la philosophie. D'abord attiré par l'académie, l'école fondée par Platon, il se laisse rapidement séduire par la logique, la rigueur et la sagesse pratique du stoïcisme. Chrysippe devient l'élève de Cléante, impressionnant rapidement ses professeurs par son intelligence vive, sa mémoire prodigieuse et son éthique de travail infatigable. La contribution de Chrysippe au stoïcisme est si importante qu'il est considéré comme le deuxième fondateur de l'école, doté d'une rare combinaison de génie intellectuel, d'une passion pour la systématisation et d'une profonde compréhension de la condition humaine. Il perçoit le potentiel des enseignements de Zénon, un potentiel immense pour offrir un cadre global de compréhension du monde et de la bonne vie.
mais Chrysippe reconnaît également que le système stoïcien a besoin d'être développé et articulé davantage. Au cours de sa prolifique carrière, Chrysippe aurait écrit plus de 705 ouvrages sur la logique, la physique, l'éthique, la rhétorique et bien d'autres sujets encore. Seuls des fragments de ses écrits ont survécu, mais son influence sur le stoïcisme est profonde et durable. Il a systématisé la doctrine stoïcienne, affinant ses arguments, répondant aux critiques des écoles rivales et développant les enseignements logiques et éthiques de l'école avec plus de précision. Le travail de Chrysippe a consolidé la réputation du stoïcisme en tant que philosophie rigoureuse et intellectuellement redoutable. Une philosophie capable de s'attaquer aux questions les plus complexes de la métaphysique, de l'épistémologie et de l'éthique. Il a contribué à transformer le stoïcisme d'une simple école de pensée en un système philosophique complet, un système qui influencerait des générations de penseurs et continuerait à façonner l'histoire intellectuelle occidentale. Cinquième partie, d'Athènes à Rome, le stoïcisme traverse les frontières. Le stoïcisme puise ses racines à Athènes, mais son influence s'étend au-delà du monde grec. Avec l'expansion romaine, les idées stoïciennes se propagent. Les Romains adoptent cette philosophie, valorisant la vertu et le devoir. Le stoïcisme arrive à Rome par divers canaux. Les esclaves grecs instruits exposent les Romains à cette sagesse. Rome accueille de nombreux philosophes grecs. Le stoïcisme trouve un écho dans l'idéal romain du vir bonus. Ses enseignements sur le devoir s'alignent avec la responsabilité civique romaine. Adapté par des penseurs comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, le stoïcisme devient distinctement romain. Section 6, Sénèque, le philosophe d'État. Lucius Annaeus. Sénèque, né à Cordoue, en Espagne en l'an 4 avant Jésus-Christ, était un homme aux multiples talents et contradictions. Célèbre écrivain, dramaturge et philosophe, il était aussi un riche homme politique, conseiller de l'empereur Néron. La vie de Sénèque fut un mélange tumultueux d'intrigues politiques, de tragédies personnelles et de réflexions philosophiques. Ses écrits offrent un aperçu saisissant des défis que représente une vie stoïcienne dans un monde souvent en contradiction avec les idéaux du stoïcisme. Sénèque reçut une éducation approfondie en rhétorique et en philosophie à Rome. Il s'engagea dans une carrière politique, atteignant une certaine notoriété, mais subissant également l'exil. Tout au long de sa carrière politique, Sénèque lutta pour concilier ses convictions stoïciennes avec les réalités du pouvoir. Malgré les obstacles rencontrés, Sénèque resta profondément attaché au stoïcisme. Il écrivit abondamment sur des thèmes stoïciens, produisant des essais, des lettres et des tragédies. Ses écrits, souvent empreints d'un sentiment d'urgence et de réflexion personnelle, trouvèrent un écho auprès d'un large public. Le stoïcisme de Sénèque n'était pas un système rigide ou dogmatique, mais une philosophie souple et adaptable. Il reconnaissait que nous sommes tous confrontés à des défis, des revers et des tentations. Ses écrits continuent de trouver un écho auprès des lecteurs des siècles plus tard, offrant des conseils intemporels. Section 7. Lettres d'un stoïcien. Un guide pour un monde agité. Parmi les œuvres les plus durables de Sénèque figurent ses Lettres d'un stoïcien, une collection de 124 lettres adressées à son ami Lucilius Junior. Rédigées dans les dernières années de la vie de Sénèque, ces lettres offrent un aperçu unique et intime de l'esprit d'un philosophe stoïcien aux prises avec les défis de son époque et cherchant à transmettre sagesse et conseils à la jeune génération. Dans ces lettres, Sénèque aborde un large éventail de sujets, de la nature du bonheur et de la vertu à l'importance de l'amitié, de la brièveté de la vie et de l'inévitabilité de la mort.
Il propose des conseils pratiques pour gérer la colère, le chagrin, l'anxiété et les tentations de la richesse et du pouvoir. Il réfléchit à l'importance de vivre dans le moment présent, d'apprécier les choses simples de la vie et de trouver un sens et un but dans nos actions quotidiennes. Les lettres de Sénèque ne sont pas des traités philosophiques arides, mais plutôt des réflexions personnelles et engageantes sur les défis d'une vie bien vécue. Il écrit avec esprit, clarté et une profonde compréhension de la condition humaine, s'appuyant sur des exemples tirés de l'histoire, de la littérature et de sa propre vie pour illustrer ses propos. Il s'adresse directement à son ami Lucilius, lui offrant encouragement, conseils et un rappel constant du pouvoir transformateur de la philosophie stoïcienne. Les lettres d'un stoïcien de Sénèque témoignent de la pertinence durable du stoïcisme. Cette philosophie traverse les siècles, offrant une sagesse intemporelle sur la façon de naviguer dans les complexités de la vie, de trouver un sens et un but à nos expériences et de cultiver une vie de vertu, de résilience et de paix intérieure. Neuvième section. L'Enchiridion. Un guide pour la vie. Bien qu'Épictète n'ait rien écrit lui-même, ses enseignements ont été minutieusement consignés par son disciple Arien, qui les a compilés dans 2 ouvrages, les Entretiens et l'Enchiridion. L'Enchiridion, qui signifie manuel ou guide, est une distillation concise et pratique de la philosophie stoïcienne d'Épictète, un guide de poche pour mener une vie vertueuse et épanouissante. Dans l'Enchiridion, Épictète expose les principes fondamentaux du stoïcisme à travers une série de maximes courtes et mémorables. Il met l'accent sur l'importance de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, nos pensées, nos jugements et nos actions, et d'accepter ce qui est hors de notre contrôle, les événements extérieurs, les actions des autres, et même notre propre corps et nos biens. Épictète nous rappelle que nous ne sommes pas perturbés par les choses elles-mêmes, mais par nos opinions sur les choses. Il nous encourage à examiner nos jugements, à remettre en question nos désirs et nos aversions, et à cultiver un état d'esprit d'acceptation et de tranquillité. Il nous enseigne que la vraie liberté ne réside pas dans l'obtention de ce que nous voulons, mais dans le fait de ne plus être esclave de nos désirs. L'Enchiridion, avec sa sagesse concise et pratique, a servi de source d'orientation et d'inspiration pendant des siècles. Il a été emporté par les soldats au combat, par les voyageurs lors de longs périples et par des personnes ordinaires cherchant à surmonter les défis de la vie quotidienne. Ces enseignements, distillés de la sagesse d'un esclave qui a trouvé la liberté dans la philosophie, continuent d'offrir un guide intemporel pour mener une vie de vertu, de résilience et de paix intérieure. Section 10. Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Né à Rome en 121 après J.C., Marc Aurèle Antonin Auguste fut empereur romain de 161 à 180. Considéré comme le dernier des 5 bons empereurs, son règne correspond à une période de paix et de prospérité relative pour l'Empire romain. Mais Marc Aurèle était bien plus qu'un simple souverain. C'était un roi philosophe, un homme profondément imprégné de la philosophie stoïcienne qui cherchait à en appliquer les principes face aux immenses responsabilités et défis que représentait la direction d'un vaste empire. L'engagement de Marc Aurèle envers le stoïcisme a débuté dans sa jeunesse. Il a été éduqué par certains des plus grands professeurs de Rome, dont le philosophe stoïcien Iunius Rusticus, qui lui a inculqué un profond respect pour les principes stoïciens. En tant qu'empereur, Marc Aurèle a fait face à des défis constants. Guerres aux frontières de l'Empire, fléaux, catastrophes naturelles et intrigues politiques. Pourtant, tout au long de son règne, il s'est tourné vers le stoïcisme pour trouver conseil, y puisant une source de force, de résilience et de clarté morale. Le règne de Marc Aurèle a été marqué par un profond sens du devoir et un engagement profond envers le bien-être de son peuple. Il se considérait comme un serviteur de l'État,
un berger responsable du bien-être de son troupeau. Ses croyances stoïciennes ont façonné son style de leadership, lui insufflant un sens de l'humilité, de la maîtrise de soi et de la volonté de faire passer les besoins des autres avant les siens. Contrairement à Sénèque, qui luttait contre les contradictions d'être un philosophe stoïcien à la cour romaine, ou à Épictète, qui enseignait dans une position de simplicité et de détachement, Marc Aurèle incarnait l'idéal stoïcien du roi philosophe, un souverain qui cherchait à vivre une vie vertueuse, guidé par la raison et la sagesse pour le bien de tous. Douzième section, l'héritage durable des empereurs stoïciens. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, bien qu'individus très différents vivant dans des circonstances distinctes, partageaient un fil conducteur, leur engagement profond envers la philosophie stoïcienne. Chacun de ces personnages a laissé une trace indélébile dans l'histoire du stoïcisme, façonnant son développement, élargissant sa portée et assurant sa pérennité. Sénèque, le philosophe homme d'État, a démontré que le stoïcisme pouvait fournir des conseils et du réconfort au milieu des tentations et des corruptions de la vie politique. Ses écrits, imprégnés à la fois de sagesse stoïcienne et d'une profonde compréhension de la condition humaine, offrèrent des conseils pratiques sur la façon de surmonter les défis du pouvoir, de l'ambition et de la recherche d'une vie meilleure. Épictète, l'esclave devenu maître, a enseigné que la vraie liberté ne résidait pas dans les circonstances extérieures, mais dans la citadelle intérieure de notre propre esprit. Ses enseignements sur l'acceptation, sur la concentration sur ce qui est sous notre contrôle et sur la culture d'un état d'esprit de tranquillité et de résilience offraient un chemin vers la paix intérieure et l'épanouissement, quel que soit le statut social ou les circonstances. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, incarnait l'idéal stoïcien du dirigeant qui cherchait à vivre une vie vertueuse, guidée par la raison et la sagesse pour le bien de tous. Ses méditations, un recueil de réflexions personnelles sur le stoïcisme, offrent un guide intemporel pour vivre une vie pleine de sens, de signification et de résilience au milieu des défis et des responsabilités du leadership. Section 1. Le crépuscule d'une ère. Le stoïcisme dans l'Empire romain tardif. L'Empire romain, jadis phare de puissance et de stabilité, se trouva confronté à des pressions internes et externes croissantes à la fin du IIIe siècle de notre ère. L'instabilité politique, les difficultés économiques et la menace constante des invasions barbares assombrirent l'Empire. Dans cette tourmente, le stoïcisme, autrefois une force philosophique dominante, commença à décliner en popularité. Les raisons de ce déclin sont complexes et multiples. L'essor du christianisme, avec son accent sur la foi, la révélation et l'au-delà, offrait une voie différente vers le salut et le réconfort spirituel par rapport à l'approche stoïcienne centrée sur la raison, la vertu et la vie en accord avec la nature. L'attrait du christianisme pour les masses, en particulier les pauvres et les marginalisés, contrastait fortement avec l'association traditionnelle du stoïcisme à l'élite instruite et à la classe dirigeante. De plus, le climat politique de l'Empire romain tardif, caractérisé par un autoritarisme croissant et un déclin de la vertu civique, se montrait moins accueillant aux idéaux stoïciens. L'accent mis par le stoïcisme sur la responsabilité individuelle, l'intégrité morale et le fait de dire la vérité au pouvoir entraient en tension avec les exigences d'une société de plus en plus axée sur l'obéissance et la conformité. Malgré son influence décroissante dans l'Empire romain tardif, le stoïcisme n'a pas complètement disparu. Ses enseignements ont continué à trouver un écho chez certains individus, en particulier ceux qui cherchaient réconfort et conseil dans la tourmente de l'époque. De plus, les idées stoïciennes ont trouvé une nouvelle vie et expression au sein de la vision chrétienne émergente, alors que les premiers penseurs chrétiens cherchaient à concilier la sagesse des anciens avec les enseignements de leur foi.
Deuxième partie, Écho dans le désert. Le stoïcisme et le christianisme primitif. Au fur et à mesure que le christianisme se répandait à travers l'Empire romain, il a inévitablement rencontré une riche tapisserie d'idées philosophiques et religieuses. Parmi ces courants de pensée, le stoïcisme a particulièrement retenu l'attention. Bien que des différences fondamentales existaient entre les deux systèmes, les premiers penseurs chrétiens ont reconnu des points de convergence, notamment dans le domaine de l'éthique et de la recherche d'une vie vertueuse. L'une des figures les plus influentes dans cette synthèse entre stoïcisme et christianisme est Clément d'Alexandrie, théologien chrétien du IIe siècle. Clément voyait dans le stoïcisme un cadre philosophique précieux pour comprendre et vivre les enseignements chrétiens. Il estimait que l'éthique stoïcienne, avec son accent sur la vertu, la maîtrise de soi et la vie en accord avec la raison, pouvait compléter et enrichir la morale chrétienne. Clément soutenait que si le christianisme offrait la promesse du salut par la foi en Jésus-Christ, le stoïcisme, lui, fournissait des conseils pratiques pour mener une vie vertueuse ici et maintenant. Il considérait les vertus stoïciennes de sagesse, de justice, de courage et de tempérance comme compatibles avec les enseignements chrétiens. Il insistait sur l'importance de cultiver ces vertus pour vivre une vie agréable à Dieu. Ce mélange d'idées stoïciennes et chrétiennes s'est poursuivi avec d'autres pères de l'Église comme Origène et Ambroise, qui ont trouvé dans le stoïcisme une source précieuse d'orientation morale et de sophistication philosophique. Alors que le christianisme a finalement éclipsé le stoïcisme en tant que force religieuse et philosophique dominante en Occident, les idées stoïciennes ont continué à résonner à travers les siècles, tissées dans le tissu de la pensée et de la pratique chrétienne. Si vous avez apprécié cette exploration du stoïcisme et du christianisme primitif, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et de laisser un like. Cela nous aide énormément à continuer à produire du contenu de qualité. Merci de votre soutien. Troisième partie, une époque de transition. Le Moyen Âge et la Renaissance. La chute de l'Empire romain d'Occident au XIe siècle marque le début d'une période de bouleversement important en Europe. L'héritage intellectuel qui prospérait sous l'Empire romain décline, conservé principalement dans les monastères et les bibliothèques dispersées. Le stoïcisme, comme d'autres écoles de philosophie antique, perd de sa popularité. Ses enseignements sont largement oubliés, à l'exception des échos préservés dans les écrits chrétiens. Le Moyen Âge, souvent considéré comme une période de stagnation intellectuelle, a pourtant été témoin de la préservation et de la transmission des textes classiques par des scribes et des érudits dévoués. Les écrits stoïciens, souvent copiés aux côtés de textes chrétiens, ont survécu dans les bibliothèques monastiques, attendant d'être redécouverts à une époque ultérieure. La Renaissance, avec son regain d'intérêt pour l'héritage classique et son adoption de la raison humaine, a entraîné un renouveau d'intérêt pour la philosophie antique, y compris le stoïcisme. Des érudits humanistes, désireux de redécouvrir la sagesse des anciens, ont déterré et traduit des textes stoïciens, les rendant accessibles à un public plus large. Bien que le stoïcisme n'ait jamais retrouvé l'influence qu'il exerçait dans l'Antiquité, ses enseignements ont commencé à ressurgir dans le paysage intellectuel européen. Des penseurs comme Michel de Montaigne, essayiste français du XVIe siècle, ont trouvé l'inspiration dans les idées stoïciennes sur la maîtrise de soi, l'acceptation et l'importance de vivre en accord avec la nature. Les écrits de Montaigne, empreints d'un esprit sceptique et humaniste, reflètent l'influence croissante du stoïcisme dans la pensée de la Renaissance. Quatrième partie, redécouvrir les stoïciens, les Lumières et la puissance de la raison. Le siècle des Lumières, mouvement intellectuel du XVIIIe siècle, a mis l'accent sur la raison,
l'individualisme et le progrès humain, ravivant l'intérêt pour la philosophie stoïcienne. Les penseurs des Lumières ont trouvé dans le stoïcisme une philosophie qui célébrait la raison, la vertu et la recherche d'une vie bonne. Baruch Spinoza, figure majeure de ce mouvement, s'est inspiré des idées stoïciennes sur Dieu, la raison et le bonheur par la vertu. L'importance que Spinoza accordait à la compréhension du monde par la raison s'inscrivait parfaitement dans les principes stoïciens. Jean-Jacques Rousseau, quant à lui, s'est retrouvé dans les idées stoïciennes sur la bonté naturelle de l'humanité et la vie en harmonie avec la nature. L'engouement des Lumières pour le stoïcisme reflétait la croyance en la puissance de la raison pour guider la conduite humaine, l'accent mis par le stoïcisme sur la logique, la maîtrise de soi et la vie en accord avec la nature correspondait aux idéaux des Lumières. Ces idéaux comprenaient le progrès, l'autonomie individuelle et la recherche d'une société juste et rationnelle. Le stoïcisme a ainsi fourni un cadre pour comprendre le monde et guider le comportement humain. Cinquième section, une philosophie pour l'ère moderne. Le stoïcisme au XIXe et XXe siècle. Les bouleversements des XIXe et XXe siècles ont présenté de nouveaux défis au stoïcisme. L'industrialisation, l'urbanisation et les guerres mondiales ont poussé de nombreuses personnes à chercher un sens au milieu de la tourmente. L'accent mis par le stoïcisme sur la résilience et la paix intérieure a trouvé un écho auprès de ceux qui étaient confrontés aux incertitudes modernes. Ces enseignements offraient un cadre pour gérer le stress, l'anxiété et trouver un but à la vie. William B. Irvine a ravivé l'intérêt pour le stoïcisme avec son livre « Guide de la vie bonne, l'art antique du bonheur stoïcien ». Irvine y soutient que le stoïcisme offre une philosophie pratique pour le bonheur moderne. Des philosophes et écrivains stoïciens contemporains ont suscité un regain d'intérêt pour le stoïcisme. Les enseignements du stoïcisme sur la résilience et la régulation émotionnelle ont trouvé une nouvelle vie dans les livres de développement personnel et les forums en ligne. Face à un monde complexe et souvent écrasant, les individus ont cherché sagesse et conseil dans cette philosophie. Section 6. Viktor Frankl et la recherche de sens dans la souffrance. Viktor Frankl, neurologue et psychiatre autrichien, est sorti de l'Holocauste avec des réflexions profondes. Détenu dans les camps de concentration nazis, Frankl a été témoin de la cruauté humaine et de sa résilience. Ces expériences l'ont amené à développer la logothérapie qui met l'accent sur la recherche de sens dans la vie. Les idées de Frankl sur le sens, la souffrance et le but de l'existence font écho aux principes stoïciens. Il a soutenu que nous conservons la liberté de choisir notre attitude et de trouver un sens à la souffrance. Son livre « Découvrir un sens à sa vie » a apporté espoir et résilience face à l'adversité. L'accent qu'il met sur la recherche de sens rappelle la croyance stoïcienne de trouver un but en nous-mêmes. La logothérapie partage avec le stoïcisme l'idée de contrôler nos pensées et nos réactions. Le travail de Frankl a démontré la pertinence durable des principes stoïciens dans une souffrance inimaginable. Septième partie, la révolution cognitive, stoïcisme et psychologie moderne. Au milieu du XXe siècle, la psychologie s'est orientée vers la compréhension des processus mentaux. Cette révolution cognitive a ouvert la voie aux thérapies cognitives, qui mettent l'accent sur les pensées et les croyances. L'importance que le stoïcisme accorde au pouvoir des pensées sur les émotions s'aligne parfaitement avec les thérapies cognitives. Les thérapeutes cognitifs insistent sur l'identification et la remise en question des pensées négatives pour améliorer le bien-être. La thérapie cognitive comportementale, TCC, et la thérapie rationnelle émotive, TRE, s'inspirent toutes deux des principes stoïciens.
Ces thérapies intègrent des techniques comme la restructuration cognitive et la pleine conscience. La convergence du stoïcisme et de la thérapie cognitive a mis en lumière la pertinence de la sagesse antique. Les principes stoïciens ont trouvé une nouvelle vie dans la thérapie, les livres de développement personnel et la vie des individus. Une deuxième partie, leçon de tranquillité, dompter la tempête intérieure. Le stoïcisme nous offre des leçons précieuses pour gérer nos émotions. Bien que naturelles, les émotions non contrôlées peuvent engendrer de la souffrance. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Épictète. Ainsi, ce sont nos jugements sur les événements qui causent la douleur. Prenons l'exemple d'un embouteillage. Nous pouvons choisir la colère ou l'acceptation. L'événement reste identique, mais notre réaction détermine notre vécu. Les stoïciens ont développé des techniques comme la distanciation cognitive et la visualisation négative. Ces pratiques nous aident à cultiver la tranquillité intérieure et la résilience. La régulation des émotions, selon les stoïciens, vise à établir une relation saine avec nos sentiments. Les émotions sont éphémères et nous avons le pouvoir de choisir notre réaction. La conscience de soi, la pleine conscience et la remise en question de nos jugements nous aident à mieux gérer nos émotions. Ainsi, nous pouvons surfer sur les vagues émotionnelles sans nous laisser submerger. Troisième section, l'art de l'acceptation. Accepter l'incontrôlable. L'acceptation est un concept fondamental dans la philosophie stoïcienne. Une grande partie de notre vie échappe à notre contrôle. Tenter de maîtriser l'incontrôlable ne mène qu'à la frustration et au malheur. Les stoïciens nous encouragent à nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement influencer, nos pensées et nos actions. L'acceptation n'est pas une résignation passive, mais plutôt une façon active d'embrasser la réalité. Prenons l'exemple de l'archer et de la cible. L'archer contrôle sa technique, mais pas le vol de la flèche une fois décochée. De la même manière, nous pouvons nous efforcer de vivre pleinement tout en acceptant les résultats qui ne dépendent pas de nous. Nous pouvons faire des choix judicieux et agir avec intégrité. La véritable liberté réside dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos efforts et non sur les résultats qui en découlent. Quatrième section, la vertu comme étoile polaire, une boussole pour le voyage de la vie. Au cœur du stoïcisme se trouve la recherche de la vertu, un engagement inébranlable à vivre une vie guidée par la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La sagesse signifie comprendre la nature du monde et notre place en son sein. La justice consiste à traiter les autres avec équité et respect. Le courage est le courage moral de faire ce qui est juste. La tempérance implique la maîtrise de soi et la modération en toutes choses. Les vertus stoïciennes sont interconnectées et se renforcent mutuellement. En adoptant la vertu comme étoile polaire, nous pouvons tracer notre chemin avec un but et une conscience tranquille. Cinquième partie, le pouvoir de la perspective. Embrasser une perspective plus large. Le stoïcisme nous offre une puissante lentille pour observer le monde. Une lentille qui met en avant l'interconnexion de toutes choses et l'importance de voir la situation dans son ensemble. Les stoïciens croyaient que nous faisons tous partie d'un cosmos vaste et complexe, gouverné par un principe rationnel qu'ils appelaient le logos. Ce logos, ou raison divine, imprègne toutes choses, nous reliant les uns aux autres et à l'univers dans son ensemble. Cette perspective stoïcienne nous encourage à prendre du recul par rapport à nos propres préoccupations étroites et à envisager notre vie dans un contexte plus large. Elle nous rappelle que nos joies et nos peines individuelles, nos triomphes et nos revers
ne sont que de petites filles dans la grande tapisserie de l'existence. Cette prise de conscience, loin d'être décourageante, peut être libératrice. Elle nous affranchit de la tyrannie de notre propre ego et de sa poursuite incessante du plaisir et de l'évitement de la douleur. En reconnaissant notre place dans le grand schéma des choses, nous acquérons un sens de la perspective qui nous permet d'aborder les défis de la vie avec plus de sérénité. Nous apprenons à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, à nous concentrer sur ce qui compte vraiment et à trouver un sens et un but dans quelque chose de plus grand que nous-mêmes. L'accent mis par le stoïcisme sur la perspective nous encourage également à cultiver un sentiment de gratitude pour les bonnes choses de notre vie, aussi petites puissent-elles paraître. En nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous nous ouvrons à une appréciation plus profonde de la beauté et de l'émerveillement du moment présent, même au milieu des défis et des incertitudes inévitables de la vie. Section 6. Interconnexion. Notre tapisserie humaine commune. L'un des aspects les plus remarquables et les plus durables du stoïcisme est son adoption du cosmopolitisme. Cette conviction que nous sommes tous citoyens du monde, membres d'une humanité partagée qui transcende les frontières nationales, les identités ethniques et les hiérarchies sociales. Cette idée, révolutionnaire dans l'Antiquité, continue de résonner avec une profonde pertinence dans notre monde interconnecté. Les stoïciens reconnaissaient que les différences qui nous divisent souvent, notre langue, nos coutumes, nos croyances, sont superficielles par rapport aux similitudes fondamentales qui nous unissent. Nous sommes tous des êtres rationnels, capables d'éprouver la joie et le chagrin, l'amour et la perte, l'espoir et le désespoir. Nous partageons tous une humanité commune, une vulnérabilité commune, une aspiration commune à la connexion et au sens. Cet idéal stoïcien de cosmopolitisme nous met au défi de regarder au-delà de nos propres perspectives étroites et de reconnaître la dignité et la valeur inhérente à chaque être humain. Il nous encourage à traiter les autres avec compassion, empathie et compréhension, en reconnaissant que leurs histoires, leurs luttes et leurs aspirations ne sont pas si différentes des nôtres. Dans un monde de plus en plus interconnecté, où les défis auxquels nous sommes confrontés, du changement climatique aux pandémies mondiales, en passant par les inégalités économiques, transcendent les frontières nationales, l'accent stoïcien sur notre humanité commune offre un puissant antidote aux forces de division et de polarisation. Cela nous rappelle que nous sommes tous dans le même bateau, que nos destins sont liés et que notre bien-être collectif dépend de notre capacité à travailler ensemble, à combler les fossés et à construire un monde plus juste et compatissant pour tous. Septième section, vivre avec intention, aligner ses actions à ses valeurs. Le stoïcisme est une philosophie d'action. Vivre avec intention, aligner nos actions avec nos valeurs. Le vrai bonheur vient d'une vie vertueuse. Les petits choix quotidiens comptent. La façon dont nous traitons les autres, abordons notre travail et réagissons aux défis. Utiliser notre temps et énergie avec sagesse. Vivre en accord avec nos valeurs, agir avec intégrité. Chaque action compte dans le moment présent. Créer un effet d'entraînement positif, contribuer à un monde plus juste et compatissant. L'héritage du stoïcisme perdure dans nos vies et actions. Huitième section. L'héritage que nous créons, ondulation de sagesse. La sagesse, telle une pierre jetée dans une mare immobile, crée des ondulations qui s'étendent bien au-delà de son point d'impact initial. Les enseignements de Zénon, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle ont traversé les siècles, façonnant la pensée occidentale. L'accent stoïcien sur la raison, la vertu et la vie en accord avec la nature a influencé la philosophie, la psychologie et l'art.
Les vertus stoïciennes de sagesse, de justice, de courage et de tempérance continuent à guider les vies éthiques. Le véritable héritage du stoïcisme réside dans son pouvoir transformateur dans la vie des individus. C'est une philosophie qui nous donne les moyens d'affronter les défis de la vie avec courage et sagesse. Neuvième section, un appel à l'action. Incarner le stoïcien en soi. Notre exploration du stoïcisme nous a révélé une philosophie intemporelle et actuelle. Elle nous offre des perspectives profondes et des conseils pratiques. Le stoïcisme est une philosophie à vivre, un appel à l'action. Il s'agit de se lancer dans un voyage de découverte de soi, de cultiver sa force et sa résilience intérieure, et de vivre une vie pleine de sens et de but. Embrassons le stoïcien qui sommeille en nous et efforçons-nous de vivre des vies pleines de contributions. Si vous avez apprécié cette exploration du stoïcisme, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et de laisser un like. Merci de votre